Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour 4 jours d'inspiration, de rencontres et d'innovation autour de l'architecture et de la construction au Mali. La première édition du Salon de l'architecture et de la construction a ouvert ses portes ce matin au Centre international de conférence de Bamako, une rencontre multisectorielle qui regroupera des architectes, urbanistes, ingénieurs et autres acteurs du cadre bâti venant du Mali et d'ailleurs. Habitat durable, culture et innovation, approche architecturale du développement durable au Mali, rôle des professionnels face aux enjeux climatiques et économiques contemporains, tel est le thème retenu, le Salon malien de l'architecture et de la construction, une initiative de l'Ordre des architectes du Mali sous l'égide du département de tutelle, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Abdraman Philippin Sidibé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Ordre des architectes du Mali. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, M. Sidibé, les salons se multiplient. On a l'impression d'assister un peu à un phénomène de mode quand les architectes entrent dans la danse. La première question qu'on a envie de vous poser, bien évidemment, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la tenue d'un salon consacré à l'architecture et à la construction? Le Salon de l'architecture et de la construction, c'est une initiative de l'Ordre des architectes et elle est motivée par le fait que nous voulons proposer un autre modèle de développement au niveau du cadre bâti. L'Ordre des architectes a constaté que même à son propre niveau, il y a des manquements. Et nous voulons pallier à ces manquements et nous avons organisé un salon pour informer la population, les citoyens et pour les décideurs, les partenaires techniques et financiers et aussi les étudiants, le futur, parce que ce qu'on bâtit aujourd'hui, c'est pour demain. Donc, pour qu'on puisse penser ensemble à un nouveau cadre fonctionnel, durable, écologique et plus adapté à notre culture. Parce que le système dans lequel on est aujourd'hui, selon vous, a montré ses limites. Le système a montré ses limites parce que, en fait, la programmation du cadre bâti ne suit pas le rythme de l'immigration, par exemple, de l'accroissement de la population, de l'accroissement de nos villes. Donc, on est en train d'aller dans tous les sens et on veut quand même, avec des scientifiques, des professionnels venus d'autres pays, réfléchir ensemble, trouver une solution à tous ces problèmes qui se posent à nous. Alors, est-ce que le problème est que les choses actuellement se gèrent sans vous? Sinon, si vous participez déjà à la gestion, où est le problème? Où est-ce que le bât blesse? Effectivement, nous participons à beaucoup d'activités de notre département et on est vraiment consultés. Mais en fait, même il faut sensibiliser même les décideurs à ce problème. Parce que souvent, les décisions sont prises sans nous. Et nous ne faisons que les subir. Donc une décision déjà prise, c'est obligé de l'exécuter. Donc les architectes, la commande arrive à leur niveau, les projets ficelés arrivent à leur niveau et ils doivent trouver la solution à ces différentes questions qui se posent. Et souvent, ces questions-là même qui se posent, et les architectes ne sont pas en mesure de répondre parce que le financement ne suit pas. Chaque décision a un coût. Si on vous demande en matière d'urbanisation galopante maintenant, les défis du moment, de votre point de vue d'architecte, c'est quoi? L'accroissement démesuré de nos villes, l'accroissement non maîtrisé de nos villes, c'est surtout dû au manque de programmation. C'est-à-dire qu'on n'a pas les outils de programmation urbaine. Les schémas directeurs, les trucs. Je sais que l'État est en train de faire beaucoup d'efforts pour mettre à disposition des spécialistes ces schémas. Et le schéma de Bamako, ça date de très longtemps, de plus de 20 ans maintenant. Ça doit être révisé. Et c'est surtout ces schémas qui ne sont pas aussi appliqués, qui ne sont pas vulgarisés et appliqués, qui fait que ce problème se ressent très souvent.
En quoi est-ce qu'un salon de l'architecture et de la construction est censé aider aujourd'hui à sortir de cette situation? Bon, ce salon quand même invite tous les spécialistes, les urbanistes, les ingénieurs, les bâtisseurs, les entrepreneurs, les fournisseurs de matériaux et même d'autres spécialistes venus de l'extérieur pour réfléchir à l'ensemble de ces problèmes et trouver une solution. La réflexion, elle est articulée comment au cours de ce salon? Elle est articulée autour des panels, des conférences, des tables rondes. Et ça va s'étaler sur 4 jours. Et je pense qu'il y aura un rapport final qui va nous parler de tous ces éléments. Quelles sont les thématiques qui sont au centre de la réflexion, les panels et autres? Les panels vont parler de tout, pratiquement. Les matériaux de construction, comment réaliser un projet bioclimatique, l'accès à un logement durable et abordable. Et ça va parler aussi des techniques de construction. Et ça va parler aussi de l'urbanisation de nos villes, la problématique de nos villes. Et ça va parler de l'ensemble des thèmes sur la construction et sur l'architecture. Alors, est-ce que c'est un débat que vous organisez entre professionnels du bâtiment, on va dire, ou alors c'est à l'intention du grand public? Ces débats sont à l'intention du grand public. Nous aurons souhaité que tout citoyen qui a envie d'apprendre sur l'architecture, sur les problèmes que nous vivons, comment trouver la solution, se joigne à nous pour qu'on en débatte ensemble. Et dans la programmation de ces débats, il y a des scientifiques, des chercheurs, des étudiants, des architectes chevronnés, des architectes diplômés, des jeunes diplômés, qui tous vont s'asseoir et réfléchir ensemble pour trouver la solution aux problèmes qui sont posés. Mais si la réflexion elle est à un niveau stratégique, à un niveau carrément professionnel, le public n'y trouve pas forcément son compte. Effectivement, mais il y a d'autres créneaux, c'est-à-dire que l'ordre anime un stand au niveau de ce salon. Il y a d'autres professionnels, je vois qu'il y a l'OICM, l'ordre des ingénieurs conseils, les géomètres, les urbanistes, ils ont tous des stands et c'est des sujets plus légers peuvent être traités au niveau de poser des questions, avoir des réponses directes, comment faire ça, comment accéder à ça. Mais je pense que le débat dans les conférences, c'est encore plus important. Donc le public il peut venir non seulement assister aux conférences, mais aussi poser des questions à l'ensemble des panélistes et des conférenciers. D'accord. Vous avez parlé de stands. Qui sont les exposants et qu'est-ce qu'ils exposent, les stands? Les exposants, c'est les producteurs de matériaux de construction, les vendeurs de matériaux de construction et des matériaux d'aménagement. Il y a les professionnels du bâtiment, tous les autres professionnels sont représentés. Il y a des structures de l'État, comme l'ACI, le MH, ils sont représentés au niveau de ces stands. C'est un peu tout. C'est-à-dire que tout ce qui concerne le bâtiment, ils sont un peu présents dans ces stands-là. Là-bas, il y a des matériaux innovants qu'on peut trouver. Il y a des matériaux locaux et revalorisés qu'on peut trouver sur ces stands-là. Et il y a des gens même qui proposent une autre manière de construire sur ces stands. L'intérêt pour le public de visiter ces stands, c'est quoi? Bon, le public va voir ces matériaux. Il peut poser des questions aux promoteurs de ces matériaux. Et ils peuvent se rendre compte de la disponibilité de ces matériaux-là. Et même, ça peut influencer leur vision du futur sur leur cadre bâti. Aujourd'hui, j'ai été interpellé parce qu'il y a beaucoup d'exposants de pierre taillée, qu'on pensait qu'on ne trouvait pas aussi facilement. Mais il y a quand même des professionnels qui font la pierre taillée et qui le vendent au grand public. Alors, il y a une participation aussi de pays étrangers, d'autres pays que le Mali. Expliquez-nous quel est le niveau de participation et pour quelles raisons.
D'abord, on a comme invité d'honneur les États frères de l'Alliance des États du Sahel, le Niger et le Burkina Faso. Et ils sont représentés par leur ministre en charge de l'habitat et de l'urbanisme. Donc, il y a aussi, au sein de leur délégation, les présidents des ordres et des cadres de leur département. Et il y a aussi tous les États frères, parce qu'on a quand même en Afrique occidentale ici des communautés. On a la conférence des ordres d'architectes de l'espace UEMOA, qui est présidée par moi-même. Et au sein de cette conférence, il y a le Bénin, il y a le Togo qui sont représentés, il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et en plus des États frères de l'Alliance des États du Sahel. Il y a aussi la Guinée-Bissau. Malheureusement, ils ne sont pas venus, mais ils sont tous représentés à un haut niveau. Et il y a même des panélistes qui sont venus de plus loin. Il y a un Singapourien qui est venu nous aider avec son expérience. Parce que vous savez, Singapour, c'est pour à peu près 7 millions d'habitants, ils ont 26 000 architectes. Quand vous voyez comment Singapour est bâti, vous vous rendez compte que ce n'est pas pour rien. 26 000 architectes pour 7 millions d'habitants. Nous sommes à 22 millions d'habitants, à peu près, et on est à 250 architectes. Vous voyez un peu. Donc, on a besoin encore de beaucoup d'architectes pour que le pays soit couvert. Mais les étrangers qui sont venus, ils vont venir avec leur expérience, leur vécu et leur savoir-faire. Et on va mélanger tout et on aura quelque chose de potable. Alors, approche architecturale du développement durable au Mali, rôle des professionnels face aux enjeux climatiques, économiques et contemporains. C'est le thème que vous avez retenu. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Vous savez, quand vous arrivez dans un pays, ce que vous voyez, le niveau d'équipement de ce pays, ça dénote de sa santé économique. Quand vous voyez le niveau d'équipement, la qualité de ces équipements, vous vous rendez compte que c'est un pays développé ou bien ce n'est pas un pays développé. Souvent, c'est trompeur. Mais en fait, c'est un indicateur, un révélateur. Donc, ce cadre bâti-là, c'est-à-dire que le niveau des équipements là, que vous voyez, c'est les architectes qui les proposent. C'est les architectes qui les proposent et ils sont construits. Donc, ces architectes peuvent influencer, c'est-à-dire que le niveau de développement d'un pays, par leurs propositions. Et il se trouve que la plupart de nos bâtiments aussi, au niveau de leur exploitation, il y a de l'énergie qui est consommée. Il y a beaucoup d'autres choses, le nettoyage, tout ça là. Et en faisant un cadre bâti fonctionnel, adapté, on peut réduire tous ces facteurs. La consommation énergétique, le nettoyage va être plus facile. Et dans un pays poussiéreux, quand vous mettez des vitrages partout, au 5e étage dehors, quand la poussière va venir s'agripper sur ces surfaces, vous êtes obligé de le nettoyer. Donc il faut déployer des appareils très sophistiqués pour arriver juste là, pour nettoyer simplement le vitre qui est à l'extérieur. Vous voyez un peu quel effort ça fait. Donc, notre proposition, c'est de rendre tout ça facile à l'État, aux citoyens, pour que le coût de ces exploitations soit moins onéreux. Donc, on participe ainsi au développement de notre pays. Et puis, les infrastructures proposées, s'ils sont durables, ça veut dire qu'on n'aura pas besoin très souvent de les entretenir ou bien très souvent de faire des extensions ou bien s'ils sont bien programmés, donc ils vont tenir très longtemps. Donc vous voyez un peu ce que les architectes peuvent apporter comme développement dans un pays. Donc c'est de tout ça que nous voulons clarifier au niveau de ce salon et faire une projection à nos concitoyens. Mais quand on regarde aujourd'hui, quand un étranger, par exemple, regarde le Mali avec l'œil que vous venez de décrire, qu'est-ce qui le retient, notamment de votre point de vue? Bon,
Vous savez, avec ma fonction, je voyage beaucoup. Le Mali est au même niveau que tous ces pays frères qui sont à côté, pratiquement. Peut-être deux peuvent dire qu'on est plus ou moins avancé et les gens peuvent devenir ces deux pays. Mais les restes, c'est au même niveau. Moi, je trouve même qu'on est en avance sur beaucoup d'autres pays en matière de construction et d'architecture. Donc, je me dis, quand on regarde le Mali, on ne se dit pas que ça ne va pas du tout. Ça va quand même. On peut mieux faire. Parce qu'on est un pays, on est un pays qui a un passé architectural, qui a un patrimoine qui est là, qui est architectural. Tout le monde ne peut pas se prévaloir de ça. Nous avons un savoir-faire endogène en matière de construction. Tout le monde ne peut pas se prévaloir de ça. Et ce savoir-faire, on est en train de le pérenniser et de le transmettre. Et ce salon aussi, son rôle, c'est ça aussi. C'est de transmettre ce savoir-faire endogène à nos jeunes qui arrivent, qui sont formés pour la plupart à l'extérieur. Voilà. D'accord, donc justement, j'allais faire référence à ce patrimoine architectural que nous avions déjà dans notre pays. Vous, aujourd'hui, vous proposez qu'on regarde vers le passé ou alors qu'on ait un œil sur la modernité quand même, qui est l'évolution normale des choses. Les deux ne se contredisent pas. Et on doit regarder sur le passé pour moderniser les infrastructures qu'on a. Ce n'est pas une contradiction. Le passé peut être un apport capital pour la modernisation de notre pays. Et je pense qu'on doit aller même vers ça. Nous avons un passé très riche. On a un savoir-faire qui est là, qui est indéniable. Et maintenant, c'est ce savoir-faire et ce passé riche que nous devons, de manière intelligente, transformer en modernité. C'est ça aussi le rôle de l'architecte. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui des solutions, on va dire, toutes faites, des solutions clés en main que vous proposez au public? Bon, il y a parce qu'au sein des cabinets, surtout composés d'architectes du privé et des fonctionnaires de l'État, au niveau des cabinets, il y a beaucoup d'études dans ce sens. Il y a des cabinets qui ont fait des études très poussées dans ce sens, qui ont des propositions concrètes. Et j'en ai connu aussi. Il y a aussi l'État qui s'attelle à avoir des propositions clés à main. Et je pense que on va aller vers ça. Bon, le rôle de l'ordre, ce n'est pas de faire des projets, c'est surtout de contrôler ce qui se passe au niveau de l'architecture, de faire le gendarme de l'architecture et de faire la promotion de l'architecture. D'accord, finalement, les enjeux pour vous, architectes de ce salon, et pour l'ensemble du pays, on peut les résumer comment? Les enjeux sont énormes pour l'ensemble du pays, parce que je vais m'atteler sur ça. Ce salon doit être une réussite. Et pour qu'on puisse avoir des propositions concrètes pour une architecture durable, pour la construction durable, pour le développement durable de notre pays. C'est ça les enjeux. Et tout le monde doit s'y mettre. Et la population qui pense qu'il ne connaît rien, je dis, ils connaissent tout. Nous avons une culture architecturale chez nous. Ça s'apprend des bas âges. Quand tu es à la maison, quand les gens commencent à mettre en place une construction, ils vont te dire non, la cuisine, on ne met pas à l'aise. Les toilettes, on ne met pas à l'aise. Voilà, les portes, c'est de ce côté, ainsi de suite. Tout le monde a un savoir-faire. Et puis, on a tous logé dans des bâtiments. On comprend un peu qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est bien. Donc, participer à de tels débats, ça ne peut qu'enrichir ce débat. Donc, c'est pourquoi nous demandons à la population de sortir massivement et de venir dans les panels, de venir dans les conférences, de poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, de poser des questions. Et ensemble, on va réfléchir. D'accord.
Monsieur Sidibé, vous êtes des architectes. En tant qu'architecte, vous êtes des créateurs. Vous exercez un peu un métier à la frontière entre art et science. Comment est-ce que vous vous définissez vous-même? Oui, vous venez de tout dire. L'architecture, c'est de l'art, c'est de la science, c'est de la sociologie. Et la sociologie, c'est une science aussi. Et moi, quand vous me dites de définir qu'est-ce que l'architecture, c'est l'art de créer des espaces. Les espaces peuvent être contigus comme superposés. Ça peut être un bâtiment, ça peut être une pièce. On crée des espaces dans une pièce, on l'agence, on fait des agencements, on met des structures. Ça peut être même dehors, c'est-à-dire qu'un espace public, tu peux commencer à planter des arbres pour découper l'espace public, pour donner une structure à l'espace public, pour que les gens puissent se sentir à l'aise. Donc l'architecture, son rôle, c'est de créer un cadre bâti, agréable et fonctionnel. Alors, est-ce que vous jouez pleinement votre rôle au Mali? Est-ce que vous êtes reconnu à votre juste valeur? Comment est-ce que vous vous sentez? Bon, en matière de reconnaissance, je ne sais pas, je ne pourrais pas m'étaler sur ça, mais est-ce qu'on joue notre rôle? C'est une question que les architectes se doivent de répondre. Il y a beaucoup de cabinets. Il y en a qui jouent vraiment leur rôle. Et la plupart jouent leur rôle. Mais les gens qui viennent à nous, peut-être c'est eux qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'un architecte. Et le salon là est là aussi pour définir le rôle de l'architecte. Parce que quelqu'un qui vient trouver un architecte, tu lui donnes ton projet. Tu commences déjà à discuter sérieusement sur le prix, sur le coût de sa prestation. Après, quand tu as un projet minimaliste, tu ne sais même pas qu'il t'a fourni un projet minimaliste. Toi, tu ne sais pas, parce que tu n'es pas architecte. Donc, tu prends ton projet, tu vas l'exécuter. Or, nous avons l'intention, l'ordre a l'intention de mettre en place, quand quelqu'un vient chez un architecte, qu'est-ce qu'il doit te donner à la sortie? Connaître tout ça. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Son rôle exact. Donc quand vous connaissez son rôle, vous venez chez lui, il va jouer son rôle. Il est obligé de jouer son rôle. Mais quand vous ne le connaissez pas, il peut se dérober sur votre ignorance et faire quelque chose qui est minimaliste. Voilà. Bon, nous, en tant qu'ordre, c'est sur ça maintenant qu'on est en train de s'atteler pour éviter de telles pratiques. Alors, vous menez en ce moment une sensibilisation au niveau de vos adhérents ou alors des séances à l'endroit de la population? Au niveau de nos adhérents et aussi des séances au niveau de la population. Nous aimerons avoir des débats au niveau de la population. C'est-à-dire qu'on aimerait que les citoyens passent tout de suite pour dire « Mais vous, architectes, quel est votre rôle? Qu'est-ce que, si je viens chez vous, qu'est-ce que vous devez me donner ?» On va répondre à ces questions. Parce que ce n'est pas aussi clair que ça dans la tête de beaucoup de Maliens, ce qui fait que, apparemment, sur certains chantiers, vous n'êtes même pas sollicité. C'est réel. Mais on veut pallier à cette méconnaissance-là de l'architecte et de son rôle. Maintenant, l'une des raisons de ce salon, c'est ça aussi. Faire connaître l'architecture. Mais vous n'allez pas organiser des salons tous les jours? Non. Mais on va continuer notre séance de... Ça, c'est un début. Avec les médias, on va continuer la séance de communication sur le rôle de l'architecte. Qu'est-ce que l'architecture? Pour que les gens puissent bien connaître. Alors, vous avez évoqué ce chiffre quand même. 250 architectes pour le Mali. Il se passe quoi? Insignifiant? Insignifiant, en 1960, c'était zéro. Ah, vous voulez nous dire qu'on a fait un grand pas quand même? En 1960, c'était zéro. En 64, c'était peut-être 1 ou 2. Quand on arrive dans les années 70, ils étaient 5 ou 6. Arrivé aux années 80, ceux qui ont créé l'ordre, ils étaient moins de 20. En 89, ceux qui étaient inscrits, c'est 20, une trentaine tout au plus.
Maintenant, de 89 à maintenant, on est arrivé, on est au niveau du tableau, on est à 273 inscriptions. Mais il y a des décès, ce qui fait que on est aux alentours de 250. Je me dis que dans d'autres disciplines, quand même, on a beaucoup plus de cadres. Pourquoi si peu en architecture? Bon. Et la norme, c'est quoi déjà? On doit en avoir combien? Bon, il n'y a pas de norme fixée. Mais si vous me demandez... Vous m'avez donné l'exemple de Singapour. Oui, un millier tout de suite. S'il y a 1000 architectes au Mali, il y a beaucoup de projets qui se font sans architectes, qui ne se feront pas sans architectes. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, 1000, c'est pas trop. Mais 1000 architectes, j'ai dit bien 1000 architectes. Voilà. D'accord, mais est-ce que les 250 qui sont déjà là ne sont pas sous-employés? Et ces 250 sont sous-employés aussi, il faut le dire. Et beaucoup se plaignent parce qu'ils n'ont pas de marché, d'autres parce que c'est par méconnaissance. Les gens ne connaissent pas. Au Sénégal, quand tu vois leur niveau d'honoraires, tu vois les niveaux d'honoraires qui sont pratiqués en Côte d'Ivoire, tu vois les niveaux d'honoraires qui sont pratiqués dans d'autres pays. Nous avons honte de dire nos honoraires aux autres. On ne peut pas le dire. Et ce qui fait que quand il n'y a pas d'honoraires, les gens ne peuvent pas se concentrer sur le travail. Tu vas dans les cabinets, même au Niger, tu vas trouver qu'il y a 10 architectes qui travaillent ensemble. Au Mali, on peine à trouver ces cabinets où il y a 10 architectes. Vous voyez un peu? Donc, or, on sait que l'architecture, la création et l'imagination, ce n'est pas des apologies qui sont dédiées à une seule personne. Tu peux être inspiré aujourd'hui. Demain, tu es en panne d'inspiration. Quand vous êtes nombreux, c'est pas tout le monde qui sera en panne d'inspiration en même temps. Il y a quelqu'un quand même qui va trouver l'inspiration pour trouver le bon projet. Ce qu'il faut. Donc c'est ça. Et aussi le problème des architectes, c'est-à-dire qu'on est sous-payé. Et beaucoup de gens pensent qu'on est riche, on n'est pas riche. On est au même niveau que toute la population. Et malheureusement, on est sous-employé aussi. Monsieur Sidibé, le métier, il nourrit son homme ou pas au Mali? Le métier nourrit son homme. Parce que voir la population, on ne peut pas se plaindre trop. Le métier nourrit son homme. Alors, et l'ordre en tant que tel, est-ce qu'il arrive à jouer correctement son rôle? Oui, l'ordre fait beaucoup de choses. On est limité aussi par nos textes. Les textes datent de 1989. Bon, ces textes sont un peu dépassés. On les a mis en relecture. La relecture est en cours. Mais on souhaiterait que cette relecture finisse rapidement, qu'on puisse avoir un nouveau projet. Et j'avoue aussi que dans un premier temps, quand ils ont créé l'ordre, on avait besoin de tout le monde, que tout le monde vienne, parce qu'on était peu. Aujourd'hui, on est 250, on a besoin encore de tout le monde. Mais on peut châtier, et on a le devoir de châtier. Chaque fois que quelqu'un est en faute, on va le châtier. Ça, c'est clair. D'accord. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire concrètement au niveau de l'ordre et qu'est-ce qui reste comme défi à relever aujourd'hui pour vous? Bon, en fait, le rôle de l'ordre, c'est institutionnel. On est là pour faire la promotion de l'architecture. On est là pour que nos adhérents jouent leur rôle, qu'ils font leur devoir professionnel correctement. On est là pour interpréter l'architecture auprès de nos pouvoirs publics et de nos concitoyens. Et on est là aussi pour défendre un peu cette profession et l'exercice de la profession. Voilà les rôles de l'ordre. J'avoue que chaque conseil qui a passé a même joué ses rôles, mais le rôle de faire connaître l'architecture, c'est ça qui nous a manqué. On n'a pas beaucoup communiqué sur l'architecture malienne,
sur le rôle de l'architecte, ainsi de suite. Et maintenant, on veut rattraper. Ça, c'est les défis qui nous attendent. Il faut qu'on arrive à communiquer suffisamment pour que les populations se rendent compte qu'est-ce qu'un architecte peut les apporter. Et pourquoi il faut aller vers un architecte quand on a un projet. Alors, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la profession au Mali et de la discipline aussi, l'architecture? Oui, je pense que au Mali, ici, l'avenir est prometteur. C'est-à-dire que l'architecture a de beaux jours encore. Et toutes nos villes doivent être construites. Hein? Les gens ont besoin de logements, d'habitat, de trucs, hein? de lieux de travail, ainsi de suite, de lieux de repos. Et on est peu. Donc on veut qu'on soit plus nombreux que ça. Et que je pense que l'architecture malienne va se réveiller et même s'est réveillée. D'accord, M. Sidibé, on est au terme de notre émission. Quel est le message aujourd'hui à la population en lien avec le salon en cours? Le message qu'on peut lancer à la population, de sortir massivement, de venir au salon et de participer aux conférences et débats, de s'acquérir de ce que c'est que l'architecture, qu'est-ce qu'un architecte peut vous apporter, et aussi de penser à bâtir durable, à bâtir écologique et à bâtir leur maison de manière éco-responsable. Donc je pense qu'il faut sortir, on a encore quelques jours pour finir les ateliers. Et ça dure jusqu'au dimanche. Donc le dimanche, il y a la clôture du salon. Et de sortir massivement, et de nous appuyer aussi, et de venir au niveau de l'ordre aussi, s'ils ont des questions précises, on est prêt à les répondre. Merci, M. Sidibé, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur l'ORTM.